Son nom a été longtemps associé au célèbre Cercle de Lorraine. Aujourd'hui, c'est plutôt le dossier des laminoirs de Lontin qui a remis l'homme d'affaires sous les feux des projecteurs. Et des projets, il en a encore beaucoup, Johan. Oui, en effet, Sophie, on peut parler ici d'un serial entrepreneur. J'ai nommé Stéphane Jourdain. Vous avez quitté les salons feutrés du Cercle de Lorraine pour les laminoirs de Lontin. Oui. Alors, pourquoi Lontin, c'est quand même un peu... C'est pas un peu fou, passer c'est pas si du fou que ça, Lorraine c'est pas si fou que ça. Lontin. J'ai géré, ça se sait peut-être moins, mais j'ai géré déjà 3 entreprises industrielles par le passé. Autant du côté de ma mère, je suis issu d'une famille de juristes, de magistrats, d'avocats, notaires, de gens de robe, autant du côté de mon père, qui étaient des patrons de presse, puisqu'il y avait la Libre Belgique, enfin tout le groupe de presse. Il y avait surtout pas mal d'industriels. Donc mon père était un industriel, donc je connais l'odeur des usines, je connais l'ambiance des usines. C'est quelque chose que j'apprécie, même si c'est un peu passé de mode. L'industrie, surtout dans la vieille Europe, c'est plus quelque chose qui est très à la mode. Et donc je me suis intéressé à ce dossier parce que pour le voir de loin, je me disais que ce n'était pas possible qu'un dossier puisse cumuler autant de handicaps et si peu d'avantages. Et donc j'ai un esprit un peu curieux et je me suis intéressé au dossier. Et puis finalement, au terme d'un examen approfondi, j'ai réalisé que dans les conditions dans lesquelles je pouvais racheter cette entreprise, enfin en tout cas ses actifs, il devait y avoir moyen d'en faire quelque chose. Et quel est le climat actuel? On sait que ça a été un peu difficile Parfait. au début. Parfait. C'est vrai? Tout le monde m'aime bien. C'est vrai? Vraiment? Absolument. Même les syndicats? Absolument. Maintenant, l'entente est bonne. Il a fallu un peu remettre les pendules à l'heure parce que la Laminoirs de Lontin, c'est une boîte industrielle qui existe depuis une grosse centaine d'années et qui occupait, il y avait 1500 ouvriers sur ce site. Et donc on est dans le Hainaut, on est dans le pays de la Louvière, le pays noir. Et donc c'était objectivement un bastion syndical. C'était un bastion syndical. Alors cette boîte a connu des difficultés, le volume a diminué surtout depuis la crise en 2008. Et donc quand la boîte qui appartenait depuis une dizaine d'années, après avoir appartenu originairement à la famille Lambillotte, et puis il est passé dans le groupe Boel, et puis il est passé dans le groupe Cockerill-Sambre, et puis il était passé dans le groupe Condesa, un groupe industriel espagnol qui a une douzaine d'usines en Europe occidentale qui font le même business. Et quand Condesa a connu elle-même de gros problèmes, elle a laissé un peu cette boîte en déshérence, donc il n'y avait plus vraiment de gestion opérationnelle, en tout cas rigoureuse depuis quelques années. Et là, vous avez repris la gestion, et donc la société a été liquidée, enfin, elle a fait passer par une PRJ, et j'ai repris un nombre de gens qui est limité, puisqu'on parle de 36 personnes, donc évidemment c'est une boîte qui rêvait ou qui vivait un peu sur sa grandeur passée, 1500 ouvriers. Et au moment où vous reprenez, il y a combien de personnes au moment où vous reprenez? 120. 120, donc vous en gardez 36. Oui. Et il y a une chance qu'on puisse réengager les personnes qui ne le sont plus maintenant? Écoutez, mon but premier, ce n'est pas de créer de l'emploi. Ma motivation n'est pas a priori de créer de l'emploi. C'est quoi votre motivation? Si en passant, on crée de l'emploi supplémentaire, très bien pour tout le monde. Mais la motivation, d'une manière générale, d'un investisseur qui, au travers d'une société anonyme, procède au rachat d'une entreprise, a priori, c'est plutôt de rémunérer le capital investi et de rémunérer les actionnaires plutôt que de créer de l'emploi pour la beauté du geste. Mais donc, pour répondre à votre question, ça a été un peu compliqué, effectivement, parce qu'il y avait un certain nombre de gens qui n'étaient pas repris, qui ont squatté l'usine. Il y a des pillages, des sabotages, du vandalisme, des incendies. Enfin bon, ça a été assez loin. Quand on arrive maintenant, d'ailleurs, on a un peu l'impression d'arriver à Beyrouth avec des carcasses de voitures calcinées dans la cour de l'usine, des feux, des bâtiments. Mais vous avez pu reprendre une activité normale. Fort abîmés. Donc, le tribunal de première instance, en extrême urgence, a rendu une ordonnance qui nous a permis d'évacuer les gens qui n'étaient plus désirés sur le site. Et depuis 8 jours, les gens ont compris que l'ambiance devait changer. Il y a moins de 50 personnes, donc il n'y a plus de conseil d'entreprise. Et je pense que les gens doivent être respectés dans leur boulot et doivent bien gagner leur vie. Croyez-moi, c'est le cas. Mais ils doivent aussi respecter les employeurs. Et ce n'est pas normal que pendant 3 mois, quand j'allais là-bas avec mes avocats, mes conseillers, on se faisait insulter tout le temps, alors qu'on arrivait avec des valises avec 6 millions d'euros pour racheter cette entreprise et pour recréer de l'emploi. Donc les gens se sont un peu trompés de cible. Mais donc maintenant, tout va bien. Les activités ont repris maintenant? Non, non, pas encore. Pas encore? Non, j'ai l'usine en main, j'ai le site en main depuis vendredi, il y a quelques jours. Et donc maintenant, il y a toute une phase de remise en état de l'outil pour la partie qui a été abîmée. Ça prend combien de temps plus ou moins? Il faut recréer un service commercial from scratch, puisque Condesa avait centralisé, du côté de Bilbao en Espagne, avait centralisé la commercialisation du produit de ces 12 usines. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc la production industrielle ne redémarrera pas, à mon avis, avant la seconde quinzaine du mois de mai.
Alors vous avez revendu aussi les jardins d'Annevoie, hein, vous étiez propriétaire. Vous avez les rapports que vous aviez avec les régions wallonnes n'étaient pas très bons au départ, et puis finalement vous avez su trouver un accord. Est-ce qu'on peut voir finalement un lien entre les deux affaires? On parlait. Est-ce que le fait d'avoir pu trouver un arrangement, est-ce que ça vous a peut-être favorisé dans le dossier Non, je pense que la presse a été un peu vite en disant que j'avais revendu les jardins d'Annevoie à la région, donc il n'y a rien qui est fait. Tout au plus, ce qu'il y a eu, c'est une décision du gouvernement wallon de mandater. Donc le gouvernement wallon a donné un mandat à son bras financier, la SOGEPA, pour négocier avec moi le rachat de l'ensemble du site dans ses composants. Non, rien n'est fait. Non, il y a une décision du gouvernement wallon d'autoriser la SOGEPA de négocier avec moi dans le cadre d'une enveloppe budgétaire et le cas échéant de finaliser, et on espère finaliser pour cet été. Mais il n'y a rien qui est fait. Et là, vous espérez en sortir quand? C'est un dossier extrêmement complexe, hein, c'est un vrai bourbier. Extrêmement enrichissant intellectuellement, extrêmement appauvrissant financièrement. C'était une catastrophe, c'était un véritable Vietnam. Vous avez perdu combien là? On a dit qu'on ne parlait pas d'argent, parce que c'est pas ça qui intéresse. Avec moi, c'est de l'argent perdu, ça on peut en parler. Mademoiselle, c'est parce que vous avez gagné. On va essayer de parler d'argent tout le temps. C'était un dossier très compliqué, c'était un dossier très conflictuel, il y avait des procédures dans tous les sens. Moi, j'ai toujours spéculé sur le fait que le bon sens reprendrait le dessus. Et il y avait là, il est occupé à le reprendre. Il y avait là un site qui était quand même un site touristique remarquable, qui fait une 50aine d'hectares, qui est quand même extraordinairement beau pour ceux qui l'ont visité ou vu sur Internet. Et d'une manière générale, il y avait deux propriétaires, deux associés dans cette aventure, qui étaient la région wallonne d'une part et moi d'autre part. Et c'est un peu comme dans un couple, quand les parents s'engueulent, les enfants souffrent. Et donc forcément, cette entreprise n'était plus développée, n'était plus dynamisée, au détriment de son patrimoine. Et donc je me suis toujours dit qu'un jour, on en sortirait avec du bon sens. Et on a décidé d'essayer de faire abstraction il y a 7 procédures judiciaires qui nous opposent. On a essayé de faire abstraction de tout ça, de repartir une page blanche et d'essayer que la région wallonne puisse reprendre tout ça au plus grand bénéfice du patrimoine local. Aujourd'hui, vous êtes plutôt un gestionnaire ou vous êtes plutôt un créatif? Un gestionnaire, ça n'a jamais été tellement mon truc. D'accord. Plutôt créatif? Oui, absolument. Et qu'est-ce qui vous motive? Vous êtes sur tellement de dossiers différents, tellement de projets différents. Qu'est-ce qui vous motive dans l'achat d'un... C'est pas vrai, je ne suis pas sur tellement de dossiers différents. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, en tout cas. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis un vieux monsieur, j'ai 56 ans. J'ai commencé à bosser à 17 ans. Donc j'ai géré des boîtes industrielles, j'ai travaillé en Afrique, j'ai fait pas mal d'immobilier, j'ai été éditeur de journaux. Il y a eu le Cercle de Rennes, le Cercle de Denis, mais je n'ai pas l'Office des propriétaires, qui est une boîte immobilière connue, importante, que j'ai eu pendant une quinzaine d'années, mais je n'ai pas 50 dossiers en même temps. Ici, l'hypothèse, c'est que je serai sorti des jardins d'Annevoie pour la fin de l'été. Le Cercle de Rennes, j'en suis sorti. Le Cercle de Wallonie, j'en suis sorti. L'Éventail, j'en suis sorti. Pan, j'en suis sorti. Dimanche Presse. Mais qu'est-ce qui vous motive à choisir et donc une voilà, chose donc plutôt que l'autre? j'ai pas 50 dossiers de front, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui vous motive à choisir une chose plutôt que l'autre? C'est l'argent, même si je ne peux pas en parler, ou c'est autre chose? Non. Je pense qu'effectivement, je suis plus un créatif qu'un gestionnaire. Et je pense que l'opportunisme est à mes yeux un défaut épouvantable à titre personnel sur le plan humain, mais je pense que c'est une nécessité dans les affaires. Si vous ne saisissez pas les opportunités, vous passez à côté par définition de choses intéressantes. On va peut-être en parler.